Professeur Lévi-Strauss, vous dirigez le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. C'est là un nom prestigieux. Que recouvre-t-il exactement et quelle est la tâche de cette institution? Je dirais d'abord qu'il recouvre un local plutôt misérable pour le moment, mais qui n'est encore que provisoire. Et si notre rencontre avait eu lieu l'année prochaine, j'aurais pu vous recevoir plus dignement. Mais enfin, puisque telle est la situation des établissements de recherche dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir à se découvrir des niches un peu partout aux quatre coins de Paris, je dirais en passant là-dessus que le laboratoire d'anthropologie sociale a quatre fonctions essentielles. Une fonction d'enseignement, une fonction de documentation, une de recherche et une de publication. Au point de vue enseignement, nous tentons, autour des enseignements que je donne moi-même, soit au Collège de France, soit à l'École des hautes études, d'assurer la formation accélérée de jeunes ethnologues qui nous arrivent de disciplines différentes. Vous savez qu'en France, l'ethnologie a été de formation plus tardive encore que dans les pays anglo-saxons, qu'elle s'est glissée dans l'enseignement supérieur au cours des 30 ou 40 dernières années seulement, et par conséquent, nous avons à convertir en ethnologues des gens dont la formation est philosophique, historique, géographique, que sais-je, toutes sortes d'autres. Et pour cela, nous avons réalisé une sorte d'équivalent de ce qu'est le tutoring dans les établissements anglo-saxons, c'est-à-dire que sous la direction de chercheurs consacrés, mais eux-mêmes jeunes, nous assurons dans une petite cave d'ailleurs, à l'autre bout de Paris, la formation d'une quarantaine de jeunes ethnologues chaque année. Ça, c'est la première fonction. La seconde, disais-je, documentation. Il se trouve que nous sommes les dépositaires en Europe du plus puissant outil documentaire qui existe dans le monde, le grand fichier dit des Human Area Files, qui se trouve fabriqué aux États-Unis comme un précieux instrument scientifique à 25 exemplaires seulement, et que je pense que nous verrons plus longuement tout à l'heure. D'autre part, la recherche, qui est évidemment notre activité essentielle et qui veut être d'abord une recherche sur le terrain. Nous concevons, nous gérons et nous exploitons les résultats d'un certain nombre de missions ethnographiques que nous envoyons chaque année dans le monde, principalement en Amérique du Sud, puisqu'il se trouve que ma formation est moi-même d'américaniste, mais également dans d'autres parties du monde, comme l'Afrique ou le Pacifique. Et nos missionnaires sont évidemment équipés par nous, nous adressent au fur et à mesure leurs enregistrements sur bande magnétique, leurs documents photographiques, leurs notes, et quand ils reviennent, c'est ici que ces résultats sont exploités, mis en forme en vue d'une publication. Et enfin, publication donc des résultats de ces missions, mais aussi deux revues scientifiques qui se fabriquent ici. L'Homme, revue française d'anthropologie, accompagnée d'une collection de mémoires, les Cahiers de l'Homme, et une autre revue, Études rurales, qui est consacrée plus particulièrement aux problèmes de la sociologie paysanne. Est-ce que le laboratoire d'anthropologie s'est spécialisé dans un domaine? Quels sont ses résultats les plus spectaculaires? Je dirais que nous avons repris en charge l'essentiel de la recherche américaniste française. Que d'autre part, sur le plan de la recherche fondamentale, tous les travaux d'orientation structuraliste, puisqu'il se trouve que c'est ma propre orientation, se trouvent regroupés ici. Et qu'enfin, les derniers livres que j'ai publiés depuis quelques années, La pensée sauvage, le totémisme aujourd'hui, Le cru et le cuit, n'aurait certainement pas pu voir le jour et n'aurait pas pu être écrit et conçu à un rythme aussi rapide s'il n'y avait autour de moi l'équipe du laboratoire qui rassemble la documentation et qui m'assiste quotidiennement dans cette tâche. Enfin, nous poursuivons ici un certain nombre de recherches et sur les problèmes théoriques de parenté et sur la nature de la pensée mythique
et sur la corrélation entre certains aspects des régimes alimentaires et certaines formes de civilisation qui représentent l'activité fondamentale du laboratoire. Qu'est-ce que vous préconisez pour l'avancement de l'anthropologie en Europe en général et plus particulièrement en France? Je dirais pour l'avancement de l'anthropologie, il y a une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain. Nous vivons les dernières années où nous pouvons encore disposer par le monde d'un certain nombre d'échantillons de cultures et de civilisations qui vont se trouver à jamais révolues. Je dirais volontiers que l'anthropologie se trouve un petit peu dans la situation où se trouverait l'astronomie si on signalait l'approche de la Terre d'une planète inconnue qui va se trouver à distance d'observation pendant 10, 20 ou 30 ans et puis qui va disparaître à jamais. Or, c'est un petit peu ce qui se passe. Dans les temps anciens, sans doute, les sociétés étaient extrêmement nombreuses et différentes à la surface de la Terre, mais comme on ne leur reconnaissait pas la qualité d'humanité, elles n'étaient pas observables. Et pendant quelques années encore, nous allons avoir à côté l'une de l'autre deux humanités qui sont encore en mesure de se regarder et de s'observer mutuellement, et puis ce sera fini, elles disparaîtront et il n'y en aura plus qu'une seule. Par conséquent, la tâche essentielle, la tâche urgente, je dirais plus urgente même que la recherche spatiale ou la recherche atomique, parce qu'après tout, les sociétés disparaissent plus rapidement que ne se désintègrent les corps radioactifs, et la Lune et Mars et Vénus seront encore là dans 2 ou 3 siècles, alors que cette humanité à la fois semblable et différente sera à jamais révolue. Je dirais que le plus urgent, c'est la recherche de terrain. Cette recherche sur le terrain, que permet-elle de découvrir? Des modes de vie, des coutumes, des rites, comme cette scène de tatouage filmée dans l'île de Bornéo. Un homme et une femme se soumettent à de douloureuses pratiques, à l'issue desquelles leur corps sera couvert d'étranges motifs. Pourquoi ces indigènes acceptent-ils ces souffrances? Pourquoi se font-ils décorer ainsi le visage et le corps? Seule une observation méticuleuse de chaque geste, de chaque signe, peut nous donner la clé des activités propres à une population totalement différente de nous. De telles observations viennent enrichir les connaissances de l'homme sur l'homme. Ce sont ces données qu'il s'agit de classer, d'ordonner, pour en saisir la signification. De ces gestes, Claude Lévi-Strauss nous l'a dit, nous sommes peut-être les derniers spectateurs, et nous voulons en tirer la leçon, car rien de ce qui est humain ne peut nous laisser indifférents. C'est pourquoi, dans les laboratoires, des savants s'acharnent à collationner tout ce que la science moderne peut apporter au dossier de l'humanité. Vous venez de nous parler, professeur, du merveilleux instrument qu'est le fichier du laboratoire d'anthropologie. Je voudrais vous demander comment fonctionne ce fichier, quel est son rôle exactement. Vous voyez, c'est un instrument qu'il faut un peu concevoir à l'image de ce que peuvent être pour les sciences exactes et naturelles un microscope électronique ou un télescope. C'est-à-dire que c'est un moyen d'obtenir des informations qui seraient extrêmement difficiles ou impossibles d'obtenir autrement. Au fond, dans tous ces fichiers se trouvent groupées à peu près 2 300 000 fiches qui sont en fait des pages de livres et d'articles qui ont été reproduites photographiquement et qui couvrent un échantillon d'environ 300 populations du monde. Et là-dedans, il y a la matière de quelques 3000 ou 4000 livres ou articles. Si bien qu'il s'agit d'une bibliothèque de taille moyenne, mais qui se trouve organisée d'une façon différente que ne l'est une bibliothèque ordinaire, puisque chaque page se trouve codée par des symboles, et chaque page et même chaque paragraphe et parfois chaque ligne par des symboles qui se trouvent dans la marge et qui correspondent à différents aspects, soit géographiques, soit systématiques. Si bien qu'un chercheur désireux, par exemple, de vérifier s'il existe une corrélation positive ou négative dans le monde entre 2, 3 ou 4 variables, disons un type de filiation et un certain mode d'exploitation du sol, peut, en relevant
dans nos index les symboles correspondants, très rapidement sortir du fichier tous les cas positifs ou négatifs où la corrélation se trouve ou non exister. Je ne dirais pas que le travail sur le fichier remplace l'imagination, l'invention ou le travail personnel, mais peut considérablement simplifier le travail préliminaire de documentation que tout chercheur doit faire. Si bien que quelqu'un qui se propose d'écrire un ouvrage, et en général ce sont des thèses de doctorat qui viennent se préparer ici, peut faire en quelques jours ou quelques semaines, et parfois aussi en quelques heures, ce travail de début qui normalement demanderait 5 ou 6 mois. Ainsi donc, si toute recherche sur le terrain doit aboutir à un travail de laboratoire, il ne saurait pourtant pas y avoir d'anthropologie sans cette première approche de l'homme primitif dans son cadre de vie authentique. C'est pourquoi le savant mène une existence paradoxale. L'ethnologue doit être simultanément rat de bibliothèque et aventurier. Ce chercheur qui ne craint pas les plus durs voyages d'exploration saura, de retour chez ses semblables, se muer en écrivain, mais surtout en témoin objectif, rédigeant le procès-verbal d'un événement irrémédiablement révolu. Voulez-vous nous dire, professeur, comment vous en êtes venu à faire de l'ethnographie? Par hasard. J'avais envie de voir le monde, peu après être devenu professeur de philosophie dans un lycée de province, et j'ai profité de la première occasion qui s'offrait, qui était de partir au Brésil comme professeur, non pas du tout d'ethnologie, je ne savais rien de l'ethnologie, mais de sociologie, qui était à cette époque surtout une dépendance de la philosophie, à l'université de São Paulo. Et c'est une fois au Brésil que, commençant à parcourir le pays et rencontrant les premiers Indiens à l'occasion d'un voyage qui était presque de tourisme, j'ai reçu, disons, la révélation de l'ethnologie. Dans quelle région se situait en fait ce premier contact avec l'Indien? Ce premier contact se situait dans le sud du Brésil, dans l'état de Paraná et de Santa Catarina, où se trouvaient encore des petits groupes indigènes très acculturés, comme nous disons dans notre jargon, c'est-à-dire vivant déjà presque comme des paysans brésiliens. Mais je dirais que ce qui m'a néanmoins immédiatement attiré vers eux et vers l'ethnologie, c'est cette espèce d'équilibre entre l'homme et la nature que j'y voyais immédiatement réaliser. Enfin, pour moi, l'ethnologie a été plus, disons, un genre de vie qu'un sujet d'étude. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à continuer ce travail et en somme à approfondir la connaissance que vous aviez de l'Indien? Vous avez fait des missions, alors à l'intérieur même. D'abord, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire énormément parce que j'ignorais tout de l'ethnologie. Et ce sont pendant ces années brésiliennes que véritablement mon initiation s'est faite, non seulement dans cette ethnologie anglo-saxonne, anglaise ou américaine, que je ne connaissais même pas de nom, mais presque même aussi la lecture des grands maîtres français tels que Durkheim et Mauss, qui étaient surtout pour moi des noms ou des matières accessoires de l'enseignement de la philosophie. Et concurremment, enfin, tantôt lisant, tantôt travaillant sur le terrain au cours de missions successives, d'abord en 35-36 chez les Caduveo et les Bororo dans le Mato Grosso méridional et central, puis pendant une année entière, 38-39, qui m'a amené à la veille de la guerre, passer entièrement dans l'intérieur du Brésil, à traverser en fait le Brésil depuis São Paulo jusqu'à l'Amazone, chez les Nambiquara et quelques autres tribus. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut étudier l'homme comme on étudie en somme un objet de science véritable? Je dirais qu'il faut tout de même distinguer deux choses dans l'activité humaine et dans la matière d'investigation scientifique qu'elle nous offre. Si ça n'était pas offenser la dignité de l'homme, je comparerais volontiers nos études dans ce domaine à celles du spécialiste des mollusques, ou plutôt du spécialiste des coquillages. Après tout, dans le coquillage, il y a deux choses, ou dans le mollusque, il y a deux choses. Il y a l'animal quelque peu informe et gluant, n'est-ce pas, qui sécrète un objet tout à fait admirable par les proportions mathématiques qui l'illustrent, par sa dureté, sa stabilité, la richesse de ses couleurs, et qui est la coquille elle-même. Eh bien, les institutions humaines, les croyances, les rites, ce sont évidemment des choses beaucoup plus fugaces que la coquille du mollusque, mais ce sont néanmoins ces objets qui ont une rigueur comparable. Et je dirais volontiers que l'ethnologue, à la différence peut-être du psychologue ou du sociologue,
s'intéresse moins à la limace et davantage au coquillage. Et dans ces premiers contacts que vous avez eus avec l'Indien, qu'est-ce qui vous est apparu comme étant véritablement le rôle de l'ethnographie? Écoutez, c'est à la fois énorme et très peu de choses, parce que l'ethnographie ne me paraît pas profondément différente de ce que nous avons fait depuis notre première classe de lycée, quand nous avons été initiés au latin et au grec. Et je dirais alors combien les humanités, telles qu'on les pratique depuis la Renaissance, n'ont aucun sens, et alors l'ethnographie n'a pas de sens non plus. Ou bien elles en ont un, et l'ethnographie est exactement le même. Autrement dit, c'est à la Renaissance que les hommes ont appris pour la première fois à réfléchir sur l'homme à partir de l'expérience de civilisations très différentes, et dans le temps et dans l'espace. Ça a été d'abord ces seules sociétés que l'on connut, celles de l'Antiquité classique. Et puis peu à peu, l'horizon s'est élargi jusqu'à comprendre l'Inde, la Chine, et l'ethnographie ne fait que pousser jusqu'à son dernier stade cette intégration de la totalité de l'expérience humaine à la réflexion humaniste. C'est en Amazonie que Claude Lévi-Strauss a photographié ces visages émouvants d'humanité, ces familles dont semble émaner la paix, la douceur et la joie de vivre de quelque âge d'or oublié. Or, il s'agit là d'hommes qui vivent dans le plus profond dénuement matériel, et pourtant ces peuples qui sourient au moindre bienfait de l'existence rayonnent d'un bonheur évident. Avez-vous eu l'impression, professeur, qu'entre les civilisés que nous sommes et les primitifs que vous avez rencontrés au Brésil, il y avait un homme identique? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de donner une réponse simple. Sur le plan des rapports humains, des rapports personnels, incontestablement. Dès que le contact est établi d'une façon quelque peu intime avec un membre quelconque de ces sociétés, on sait de la façon la plus certaine, la plus évidente, qu'il s'agit du même homme avec lequel on peut même, en dépit des différences de culture, nouer des rapports que j'appellerais d'amitié. D'autre part, et si je reprends la comparaison de tout à l'heure entre les hommes et les mollusques, bien sûr, selon les sociétés, ce ne sont pas les mêmes couleurs ni les mêmes formes de coquilles. C'est-à-dire que chaque société a son originalité propre, elle a créé son propre corps de croyances, de coutumes et d'institutions. Et en faisant un pas de plus, on s'aperçoit tout de même que les courbes que dessine chaque coquillage peuvent être transformées les unes dans les autres au moyen d'opérations mathématiques relativement simples. Ces croyances ne sont que des transformations de grands principes et de valeurs qui sont communes à la totalité de l'humanité. Alors je dirais que l'ethnologie, et c'est peut-être là sa valeur, nous montre à la fois les différences et les similitudes dans les différences, et les différences elles-mêmes dans ces similitudes, et que c'est cette dualité qui lui donne peut-être son prix. Et sur le plan des similitudes, est-ce que vous estimez qu'on peut avoir affaire jusqu'à un certain point à un homme éternel, c'est-à-dire que l'homme primitif actuel peut nous donner des renseignements sur l'homme de la préhistoire, par exemple? Là, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que les sociétés que nous étudions aujourd'hui, et même quand elles nous paraissent extrêmement primitives, sont exactement aussi vieilles que la nôtre, puisqu'il y a par derrière elles un passé d'humanité qui remonte aux origines même de l'espèce, et que par conséquent, il s'est passé certaines choses chez elles, comme il s'est passé des choses chez nous. Sous certains rapports, probablement, elles se montrent plus conservatrices. Sous d'autres, peut-être plus différentes. Après tout, nous ne connaissons aucune société dite primitive par le monde qui, bien entendu, elles font des peintures rupestres, mais dont les peintures rupestres ressemblent, aussi peu que ce soit, à celles qui datent du Paléolithique moyen ou du Paléolithique supérieur.
Donc, je pense que là, il faut considérer qu'il s'agit de sociétés qui, sous certains rapports, sont très conservatrices, bien entendu, arc et flèche, comme nos très lointains ancêtres, poterie faite à la main, etc. Sous d'autres, probablement très différentes, et je n'oserais pas essayer de reconstituer quelque chose du passé de l'espèce à partir de gens qui ont évolué dans des sens différents du nôtre, mais qui ont tout de même évolué. Avez-vous l'impression que les facultés du civilisé et celles de l'homme primitif sont différentes? Les facultés intellectuelles, avant tout le vocabulaire, par exemple. Non, très certainement pas. Ces langues nous paraissent très différentes parce que nous les regardons du dehors, mais dès que nous essayons de réfléchir sur elles, nous nous apercevons que les observations qu'on peut faire à leur sujet peuvent être également faites à propos de nos langues. Et en fait, si notre grammaire traditionnelle a éclaté de toutes parts, et si nous avons pris une vision plus juste de la structure de nos propres langues, nous y avons été en quelque sorte contraints par la considération de langues très étrangères. On a très souvent insisté sur le vocabulaire plus riche, plus concret, enfin, de ces langues dites primitives, mais nous trouvons cela exactement dans n'importe quelle langue de métier. Nos forestiers, par exemple, disposent pour désigner l'arbre aux différentes étapes de sa croissance ou selon la forme de ses branches, de termes aussi précis que, disons, les bédouins peuvent en utiliser pour désigner différentes espèces de chameaux. Est-ce que c'est en somme cette richesse de vocabulaire, est-ce qu'elle peut nous faire penser que l'homme primitif avait des préoccupations aussi vastes que les nôtres, non pas sur le plan philosophique ou autre, mais des préoccupations mentales simplement, et dans ce sens-là nous montrer que l'homme primitif, ce n'est pas cette espèce de brute sortant de l'animalité, comme on nous l'a montré à l'époque où on croyait encore à l'évolution. Oui, je ne pense pas qu'aucun ethnologue croit encore cela. Enfin, l'histoire de l'homme et ses origines remontent tellement loin dans le temps. Nous savons aujourd'hui que les premiers êtres qui ont eu déjà des facultés humaines remontent à au moins 1 million d'années. Et ce que nous pouvons connaître d'histoire humaine est tellement dérisoire par rapport à cette histoire réelle, à cette histoire biologique, que la marge entre l'homme et l'animal dépasse de beaucoup dans le temps tout ce que nous pouvons connaître de l'homme lui-même. Le sauvage le plus primitif est de ce point de vue beaucoup plus près du civilisé le plus évolué que lui-même ne l'est d'une forme quelconque de la vie animale. Justement, dans ce problème du progrès, qui est un problème particulièrement historique, est-ce que vous avez l'impression que la comparaison entre le primitif actuel et l'homme civilisé nous montre un véritable progrès, ou bien est-ce qu'au contraire, nous avons affaire partout à l'homme en tant que tel, comme élément brut? Ce serait évidemment adopter une position intenable et se couvrir de ridicule que de contester le progrès fantastique qui s'est produit dans le domaine et de la technique et de la science. Il y a eu là, naturellement, un progrès colossal. Le tout est de savoir si ce progrès doit être conçu à l'image classique de l'homme gravissant pas à pas les marches d'un escalier et conduit par une espèce de démarche inéluctable depuis les premiers stades jusqu'à l'utilisation de l'énergie atomique et au voyage interplanétaire, ou s'il ne faut pas considérer ces phénomènes plutôt comme des événements qui se sont produits en très petit nombre, malgré tout, ici et là dans la vie de l'humanité. Après tout, il y a eu un grand événement qui a été la révolution néolithique qui a mis l'homme en possession de la culture du sol, de la domestication des animaux et de divers arts de la civilisation. Ça s'est produit, ça et là, probablement, en des endroits différents et en des moments qui sont eux-mêmes des moments différents. Et puis ensuite, il ne s'est plus passé grand-chose entre l'homme du néolithique et notre arrière-grand-père du XVIIIe siècle. Il y avait beaucoup moins de différence qu'entre lui et nous. Il y a eu donc cet autre grand événement qui a été la naissance de la civilisation industrielle. Ce sont des bouleversements, ce sont des révolutions, mais ces révolutions ne sont pas le témoignage pour autant d'une loi de progrès qui la rendait inéluctable. S'il est un domaine où la notion de progrès est totalement absente, c'est bien celui des arts. En quoi une fresque de Lascaux serait-elle inférieure à un tableau de Vermeer? En quoi la Sixtine dépasserait-elle une miniature médiévale? Et cet indigène de Nouvelle-Guinée qui façonne un tambour d'apparat
le fait probablement comme ses ancêtres d'il y a 1000 ou 2000 ans. D'ailleurs, chaque société s'exprime à l'aide d'un art qui lui est propre. Ces systèmes de représentation n'évoluent guère, ils sont fixés par la signification même des formes. Ce tambour n'a certainement pas pour fin unique sa perfection formelle. Sa raison d'être est en quelque sorte son efficacité, pour ne pas dire sa fonctionnalité. Dans chaque type de civilisation, les créations artistiques jouent un rôle différent, d'où les innombrables variétés d'art dans l'histoire humaine. Cette variété pourtant n'est pas infinie, et de troublantes similitudes surgissent parfois entre des arts issus de cultures fort lointaines. L'anthropologue devra non seulement établir le rôle de l'art dans chaque société, mais également les raisons de ces similitudes qui frappent l'observateur. Quelles sont les causes des identités formelles que l'on constate entre des sociétés séparées par des siècles ou des millénaires? Comment peut-on expliquer ces parallèles entre les expressions artistiques de peuples extrêmement éloignés les uns des autres? On peut toujours expliquer ces phénomènes de deux façons. On peut penser qu'une origine historique ou géographique commune est à l'origine. Si, par exemple, je considère cet objet qui est un plat en argilite sculpté de la côte du Pacifique Nord-Ouest, la côte pacifique du Canada, n'est-ce pas, et plus précisément des îles de la Reine Charlotte, c'est l'œuvre des Indiens Haïda, on est frappé de certaines similitudes avec l'art de la Chine archaïque. Et pourtant, ça c'est un objet qui date de la fin du 19e siècle, et les similitudes se font par-dessus 2 ou 3 000 ans d'intervalle, ce qui est évidemment très difficilement concevable. En revanche, il est très tentant d'interpréter certains des caractères communs par certaines ressemblances entre ce que nous pouvons savoir de l'organisation sociale de la Chine archaïque et l'organisation sociale de ces Indiens telle qu'elle a pu encore être étudiée à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le trait le plus commun, le plus frappant, c'est ce dédoublement de la représentation qui fait que ce personnage qui a une apparence humaine, mais qui est en fait un cétacé, si je ne me trompe, que nous appelons en français épaulard, c'est-à-dire un animal intermédiaire entre le cachalot et la baleine, eh bien, est représenté comme s'il était coupé en deux, puisque exactement d'ailleurs comme nos keepers ou nos harengs, si vous voulez, lorsqu'ils se trouvent présentés chez l'épicier, c'est-à-dire que le corps est fendu en deux et une moitié se trouve de ce côté-ci et l'autre moitié se trouve de ce côté-là. Eh bien, quand on se demande pourquoi, dans des régions très différentes du monde et à plusieurs millénaires d'écart, n'est-ce pas, des sociétés se sont trouvées en quelque sorte contraintes d'adopter ce même procédé de représentation, on est amené à formuler certaines hypothèses sur la hiérarchie sociale, le fait que les individus incarnaient toujours des rôles et des personnages, et que par conséquent, l'homme s'est trouvé ici et là embarrassé par la nécessité de représenter dans son intégralité un décor qui avait une fonction sociologique et une signification sociale, et l'objet même sur lequel il le représentait. Et pour ne pas laisser échapper un décor qui était en même temps un emblème, il valait mieux désarticuler, décortiquer le corps du personnage ou de l'animal, plutôt que n'en donner qu'une vue de profil ou de trois quarts ou de perspective qui aurait laissé échapper quelque chose d'essentiel. Ainsi, par ce dédoublement de la représentation qui aboutit à des formes très stylisées et rigoureusement symétriques, l'œuvre d'art doit rendre compte de la réalité plus parfaitement que ne saurait le faire une vision naturaliste de l'univers. À cet épaulard, dont la figuration à la fois analytique et synthétique surprend par ses contours inattendus, répondent également sur la côte pacifique de l'Amérique ces deux profils affrontés de l'ours. De telles images provenant de Colombie-Britannique
peuvent être construites tantôt selon un schéma centrifuge et tantôt selon une organisation centripète. Mais le plus curieux, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que les mêmes systèmes de représentation se retrouvent dans les masques ornant la panse des vases chinois du 2e millénaire avant notre ère. Est-ce qu'outre la Chine et la Colombie-Britannique, il y a d'autres exemples de ces systèmes de représentation? Oui, dans certaines régions de la Mélanésie, en Nouvelle-Zélande, où le procédé était très systématiquement appliqué, en Amérique du Sud même, où j'ai pu le retrouver dans les peintures de visage des Indiens Caduveo, dans le Brésil méridional. Et le très frappant, c'est qu'il s'agit toujours de sociétés très fortement hiérarchisées et où la position de chaque individu dans la hiérarchie sociale doit être justifiée par la revendication de toutes sortes d'emblèmes généalogiques. Vous parlez de structuration de la société pour expliquer ce système esthétique finalement. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une structuration de la pensée de l'homme qui se retrouve identique dans divers points du globe? On le doit probablement nécessairement, puisqu'il faut une certaine structuration de la pensée pour que, devant les mêmes problèmes sociologiques et esthétiques, l'artiste réponde par les mêmes solutions. Est-ce que vous avez l'impression qu'on découvre en somme un homme éternel à travers l'anthropologie et que dans ce sens-là, l'anthropologie peut nous aider, peut être une espèce de message qui nous rassure sur l'homme? Rassuré, ça je suis loin d'en être sûr. Mais pour répondre à la première partie de la question, on a quelque gêne à reprendre une expression aussi vieille et aussi démodée que celle de nature humaine. Mais malgré tout, je pense qu'en élargissant l'étude de l'homme jusqu'aux frontières même temporelles et géographiques de l'humanité, ce qui en ressort à un niveau probablement beaucoup plus profond que celui auquel on l'a cherché au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, mais ce qui ressort, c'est une certaine permanence de la nature humaine et dont nous pouvons avoir l'espoir d'ailleurs que le progrès de la science la fera progressivement coïncider avec la structure même des mécanismes cérébraux. Après tout, l'homme a un cerveau, ce cerveau est une machine d'une extraordinaire complexité, mais qui se trouve identiquement constituée chez tous les hommes, et nous pouvons peut-être caresser l'espoir que les sciences humaines, telles que l'ethnologie et d'autres sciences en même temps, arrivera un jour à montrer qu'elle prend sur les phénomènes humains une perspective qui est sans doute une perspective idéale, puisque ce que nous étudions, ce sont des idées, mais dont on s'apercevra qu'elle est homologue avec la perspective que prennent les spécialistes de la physiologie ou de l'anatomie du cerveau. Et au fond, ça avait été toujours l'idée profonde de Freud lui-même, qui, sur des individus, a procédé à une enquête qui ressemble, dans une certaine mesure, à celle à laquelle les ethnologues procèdent sur des collectivités, enfin, qu'il prenait une vision psychologique de quelque chose, d'une réalité plus profonde, qui, en fin de compte, était de nature organique. Et ce à quoi l'ethnologie nous encourage, je ne sais pas si c'est une assurance ou une réassurance sur l'homme, c'est qu'un jour on s'apercevra que nous étudions le même objet, soit à partir des idées, des croyances et des représentations, soit à partir de la structure anatomique et physiologique, et que comme la linguistique, qui est la plus avancée de toutes nos sciences, y parvient déjà, on s'aperçoit que l'envers vaut l'endroit, ou plutôt que l'envers nous instruit sur l'endroit, comme l'endroit nous instruit sur l'envers.